Dis-leur de partir. Ils s'en iront bientôt, mon chou. Détends-toi. Tu n'as pas à avoir peur. Il va venir à toi. En ce jour, dans la ville de David, un nouveau sauveur va apparaître et naître sous nos yeux. De nombreux signes le précéderont. Tu entendras des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Des gouvernements, donc, occidentaux, ils se suicident. Mais qui est derrière Daesh? Qui est derrière tout ça? Mais qui a fait sauter le Bataclan? Qui? Et qui c'est qui pervertit et qui falsifie Ishmaël? Le Mashiach viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Béhéma animal, parce que les non-adamiques, d'une certaine manière, sont bien sûr au-dessus des animaux, mais sont malgré tout en dessous des adamiques. Et donc, ils sont plus proches de la notion d'animal que de la notion de Adam. Et les non-adamiques, c'est les animaux? Non, non. Les non-adamiques, c'est ceux qui aujourd'hui ont le monde entre les mains. Ça peut dire à tout le monde, mais je vous dis ce qui est écrit. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ishmaël va mettre le balagan, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan. Sinon, la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière du ciel. Et les enfants d'Ishmaël sont amenés, Léorem Milchamot Chazakot Baolam. Ils sont amenés à éveiller de guerres terrifiantes dans le monde. Veit Asfu Bene Edom Alehem. Et ils vont pas se joindre, ils vont se réunir contre Alehem, contre Bene Edom, les enfants des rouges. La place rouge, ça vous dit quelque chose? Le drapeau rouge, ça vous dit quelque chose? Veidgaru milchama bahem. Et eux ne vont pas laisser faire, eux vont rentrer, vont les provoquer en guerre. Les non-juifs peuvent étudier la Torah écrite et pas la Torah orale, pour plusieurs raisons, donc c'est pas maintenant le but d'en parler. Que les plus grands commentateurs de la Bible et du Talmud, que les plus grands commentateurs de la Bible et du Talmud. Quand un homme il a une relation avec un enfant, là c'est vous kagadol, enfin avec un mâle, on va dire un autre garçon, eh bien les Hachamim ont fait une différence entre un petit et un grand. C'est-à-dire un petit, il n'y a pas de condamnation, mais pour un grand, oui. Alors moi il explique c'est quoi petit, c'est quoi grand. Maïl Rasevor Atan Kagadol. Amara, Rav dit, Rav dit, si un homme il va avec un enfant moins de 9 ans, il est pas tôt. Au-dessus de 9 ans, il est haya. Shmuel Amar, Shmuel lui dit non, à moins de 3 ans, il est pas tôt, mais après 3 ans, il est haya mita, donc l'homme qui va avec ce garçon. Bien, l'Agmara explique pourquoi. C'est quoi leur mahloret? Pourquoi un il dit 9 ans, l'autre il dit 3 ans? Or, nous savons tous qu'un garçon, moins de 9 ans, même s'il a une relation, c'est rien du tout. C'est qu'à partir de 9 ans que la relation d'un enfant et d'un garçon soit valable. Ça, c'est la vie de Rav. Et comme nous savons aussi que la femme, c'est 3 ans la date limite, avant 3 ans, celui qui va avec une femme, c'est rien.
mais après 3 ans c'est important et c'est Hayab. Alors là aussi, celui qui va avec un homme, un garçon, c'est 3 ans aussi. Mais ce qu'ignorent encore trop de nos concitoyens dans notre pays, c'est que depuis des siècles et des siècles, de grands juifs, de grands commentateurs des textes sacrés, de grands commentateurs des textes sacrés, de grands commentateurs des textes sacrés ont été en France, qui ont dit tant de ces textes et sont connus à travers le monde, que les plus grands commentateurs de la Bible et du Talmud, que les plus grands commentateurs de la Bible et du Talmud. Méfiez-vous un petit peu comme ça, j'étais en train de visionner quelques vidéos qui sont faites avec des prêtres évangéliques, comme ça, de certaines personnes qui se disent être les amis d'Israël. Je vous demande de vous méfier. Comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, en emuna bagoim. Chercher le côté humain chez les uns et les autres, c'est le tafkid du Mashiach et c'est le tafkid de chacun de nous, à la condition de se garder les distances. Comme je le disais à ma femme, le genre de danger de ce genre de vidéo où on voit un représentant de la Torah religieux qu'on appelle Rav, pour qui j'ai beaucoup d'affinités ceci étant et beaucoup de sympathie, le problème c'est que si moi je m'appelle Moïse et que je suis juif et que je suis avec Christine, quand je regarde ce genre de vidéo, tu vois, voilà, un bon rabbin, il est avec les évangélistes, il dit qu'on a un travail à faire ensemble, ça encourage vachement à l'assimilation, même si c'est pas du tout le message porté, mais ça peut être surtout le message retenu. Donc faites très très attention à ce genre de message. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, je me suis moi-même entretenu avec 2 non-juifs, dont un en Israël et un en France. Donc j'ai pas trop avec les non-juifs. Juste que chacun reste bien à sa place. Baruch Hashem, on a des messages à leur faire passer, on leur fait passer, mais on n'a pas à les fréquenter de si près pour autant. J'ai rien contre les goïms qu'à une condition. Une chose qui est bien rangée, c'est quand chaque chose est à sa place. Donc gardez les distances. Ils vont faire une guerre donc entre tous les descendants d'Ishmaël et tout l'Occident. Voilà, c'est déjà, on y est. Hein, on y est. Voilà, l'Allemagne va recevoir 800 000 réfugiés et l'Empire islamique prévient, ils sont prévenus qu'il y a des milliers de terroristes qui sont d'une cruauté qui dépasse l'imagination, on dit pire que les nazis. Et en Israël, tout le monde sait qu'un soldat israélien, il est prêt à tomber en captivité partout, mais jamais en Syrie depuis toujours. C'est la cruauté de toujours des Syriens dépasse l'entendement. Et ils sont pris, mais tout est indiqué où? Dans le Zohar, il y a 2000 ans. Et Hachem qui nous aime infiniment, nous envoie Ishmaël pour préparer la guerre de Gog et Magog. Donc quand Ishmaël va faire cette guerre-là avec l'Occident, ensuite l'Occident va se liguer. Mais on est à la fin, c'est-à-dire que on est dans le schéma idéal pour terminer. C'est ça le schéma idéal. D'un côté, on a des gens complètement désespérés qui sont prêts à tuer tout le monde. D'un autre côté, on a des gens complètement désespérés qui n'ont plus la force de vivre. Donc les deux, ils vont se rencontrer, c'est terminé. C'est-à-dire que là, il va sortir la Emouna. C'est-à-dire il va sortir ce Koach Ma'asam et guide l'Amon, la tête l'Aim Nachalat Goïm. Sauf, Esav, il a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire, puisque maintenant il ne croit pas dans l'Olam Haba, il croit que dans l'Olam Hazé. Comme ils ont réagi tous les jeunes là-bas à Paris, ils disent non, il faut des ta'avot encore plus, si vous allez en boîte de nuit 2 fois par semaine, il faut aller tous les soirs maintenant, et il faut manger au restaurant tous les jours, et il faut... Ça c'est quelques jours ils vont faire ça. Quand il va y avoir 3 ou 4, 5 attentats, tu verras que les restaurants, ça va devenir des soupes populaires. Avoir les patrons du Bataclan, c'est des juifs. Non, c'était des juifs. Ils l'ont vendu, il y a 2 mois, ils l'ont vendu. Oui, j'ai entendu. Ils étudient la Gemara et ils étudient la Yeshiva maintenant. Il y a 2 mois qu'ils l'ont vendu. Je l'ai vu, ils l'ont interviewé, le monsieur, Touitou s'appelle. Ouais, il a vendu, et il était 40 ans, il était propriétaire de cet endroit-là. En tout cas, on arrive à la fin de l'absurdité de Esav et d'Ishmaël. بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا بحكاية الآيات القرآنية. احنا عندنا التعامل مع الدستور اللي أحكامه آمرة كما قلنا، ونحن في دولة مدنية. والقول هو أن المرجعية تاع الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ، وخطأ فاحش مش موجود هذا. عندناش راهو
علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا بحكاية الآيات القرآنية. احنا عندنا التعامل مع الدستور اللي أحكامه آمرة كما قلنا، ونحن في دولة مدنية. والقول وأن المرجعية تاع الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ، وخطأ فاحش، مش موجود هذا. Pour l'instant, on confine l'armée dans un rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, etc. Mais l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom Opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Quelles sont vos sources? Quelqu'un très proche de l'état-major. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire quoi, un nettoyage. À faire du nettoyage? Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera. Et nous sommes, excusez-moi, sans mentionner vos sources, vous vous rendez compte? Attendez, c'est pas vous, journaliste, qui allez me demander à moi, journaliste, de citer mes sources. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout, c'est mon rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom Ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et ils m'ont, les Français qui m'ont expliqué ça, m'ont dit que comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment, et donc le plan français est prêt, parce que nous sommes dans une logique post-coloniale. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français, mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Et donc quand on a des terres colonisées, soit on se soumet, islam ça veut dire soumission, soit on se révolte contre la colonisation. Que les plus grands commentateurs de la Bible et du Talmud. Donc en fait, on a des agents de l'étranger qui tiennent un discours là, comme Éric Zemmour, fondamentalement anti-musulman, mais qui parallèlement vont caresser dans le sens du poil les identitaires français, les catholiques, leur parler de judéo-christianisme, d'alliance judéo-chrétienne. Mais du côté musulman, c'est un peu la même chose. On va avoir des gens comme Jacques Attali ou Claude Askolovitch qui vont tenir un discours pro-musulman mais paternaliste, en disant que les musulmans sont effectivement victimes de racisme, etc., sans dire d'où vient en fait ce racisme, ce discours anti-musulman. Le discours anti-musulman à partir des années 2000, je l'explique aussi dans mon ouvrage, vient des milieux néoconservateurs pro-israéliens états-uniens et qui ont des ramifications en Europe, l'Union européenne, l'Angleterre, la France, la Hollande, et qui ont diffusé après notamment le 11 septembre et les guerres successives de l'Amérique de Bush en Irak, qui vont diffuser ce discours anti-musulman d'une part et pro-nationaliste européen de l'autre. C'est-à-dire que la stratégie, à partir de la seconde intifada, du point de vue des réseaux pro-israéliens, ça va être de tendre la main aux nationalistes occidentaux, tout en les montant contre les musulmans. Et donc on a des intellectuels juifs pro-israéliens de gauche, je l'ai dit, Attali, Claude Askolovitch et d'autres, qui vont caresser dans le sens du poil les musulmans, qui vont tenir un discours paternaliste et qui vont leur désigner comme ennemi le nationaliste français, raciste, etc. Alors qu'en réalité, ces gens-là qui font mine de s'opposer, c'est-à-dire Éric Zemmour ou Jacques Attali, se retrouvent ensemble dans des cercles privés, ils se retrouvent au restaurant, ils dînent ensemble, déjeunent ensemble, et ils ont des rapports tout à fait cordiaux. Mais sur les plateaux de télé, ils vont s'étriper pour nous envoyer, nous, c'est-à-dire Français, musulmans, maghrébins, d'origine étrangère, contre les Français de souche. Et ça, c'est véritablement un piège grossier, mais qui malheureusement n'est pas suffisamment bien perçu par les identitaires et les musulmans, qu'il faut absolument éviter. Donc il faut appuyer là-dessus, ne pas tomber dans le piège de cette opposition
ethnico-religieuse. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Mais n'oubliez pas que ces choses constitueront uniquement le commencement des douleurs. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Que les plus grands commentateurs de la Bible et du Talmud, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Je demeure constant, en inventant chaque jour le nouveau modèle que notre pays et le monde attendent. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Du Talmud. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le sigle de RFID. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne. Alors, ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. Aujourd'hui, les applications, ce sont par exemple le Pass Navigo pour la RATP à Paris, des passes pour des bâtiments sécurisés. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur ? La RFID que vous avez parfaitement décrite, ça a été généralisé ou utilisé d'abord pour l'identification du bétail. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, en termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer, en termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. On aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse, au moment de télécharger. On pourrait même aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans, et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin, parce que ça manque, et au moment où vous aurez passé la caisse et vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire, et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les œufs ou autre chose. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus ? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, on pourrait imaginer, tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... on a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics et tout posséder en permanence sur soi. Si on imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi, est-ce que on va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique ?
à terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations, par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, par une petite chirurgie très élémentaire. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Pour aller plus loin sur la traçabilité, est-ce qu'on pourrait imaginer une traçabilité universelle à travers tous les pays du monde? Parce qu'on imagine que les gens vont se déplacer et que si on se fait poser une étiquette intelligente sur soi ou qu'on a des documents qui stockent des données, passant d'un pays à l'autre, on voudra avoir une traçabilité universelle. En fait, la RFID est une étape d'une évolution beaucoup plus vaste qu'on appelle Internet des objets, où les objets vont avoir aussi une adresse Internet qui vont permettre de communiquer avec d'autres et elles vont pouvoir recevoir des ordres. Par exemple, on pourra envoyer un message Internet à son frigidaire pour lui poser des questions. Ils vont pouvoir recevoir des ordres. On pourra à distance savoir si les portes de sa maison sont ouvertes, si les volets sont fermés. On va recevoir des ordres. And if we don't get ahead of this issue quickly, the industry's next step is for 5G and the Internet of Things. 5G has the crummy end of the spectrum with the millimeter waves. We've already used up the good spectrum with 3G and 4G. With 5G, they're promising great speeds. Everything will be connected, but it can't travel very far. So what they want to do is put in additional infrastructure. The existing cell towers won't go away. They want to add cell towers inside our neighborhoods, every 2 to 12 houses, on street-level poles in the public access right-of-way. And they're working feverishly at the federal and the state level to take away local municipal rights to say if or where we want any of this technology in our town. So we need to learn about this, and we need to learn about it quickly because their deep pockets have a lot of influence. And if we don't, we're going to find ourselves with a cell tower right outside our bedrooms. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, pour leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce, la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres. Est-ce qu'on pourrait imaginer un détournement de cette radio-identification vers des objectifs moins bienveillants que nous protéger ou nous surveiller de façon utile? Il y en a 1000 façons d'imaginer. Il y aura toute une série. On le voit déjà, ce qui se passe sur les animaux, par exemple, qui est très révélateur, la traçabilité des animaux. Mais on peut imaginer aussi qu'on le mette sur les personnes. Mais on peut imaginer aussi qu'on le mette sur les personnes pour tracer l'immigration volontaire. Il y a 1001 bonnes mais ça, c'est la raisons. société qui voudra Oui, aller vers ça. Est-ce que des personnes malveillantes pourraient récupérer la technologie On peut imaginer de la RFID 1000 sujets de romans qui viendront à terme et qui seront en effet extrêmement dangereux, mais pas la peine de donner des idées de ce genre. Le docteur Laurent Alexandre, ravi de vous rencontrer. Vous êtes président de NBIC Finance. Installez-vous, allez-y, bougez. Et nous allons évoquer avec vous quelque chose d'assez mystérieux que vous allez nous faire découvrir, c'est l'homme augmenté. Ah, de quoi s'agit-il? Vous allez nous dire ça en 2 mots, allez. Eh bien, l'homme augmenté, c'est l'utilisation des nanobiotechnologies, des sciences du cerveau, pour augmenter les capacités humaines. Alors il y a un versant sur le corps, c'est l'homme bionique, c'est l'homme rendu immortel, qui est développé notamment par la filiale de Google destinée à euthanasier la mort, qui s'appelle Calico.
Et puis il y a le versant spirituel et intellectuel qui est la neuro-augmentation, c'est-à-dire l'augmentation des capacités intellectuelles par une voie biologique ou par une voie neuroélectronique. Aujourd'hui, la voie la plus importante, c'est la voie neuroélectronique avec deux grandes offensives industrielles. La première de Mark Zuckerberg en avril dernier qui s'est engagé à fournir dès 2019 les premiers prototypes de casques télépathiques pour communiquer d'humain à humain par la pensée et d'humain à ordinateur et d'ordinateur à humain. Et Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, s'est engagé à ce que le débit soit 5 fois plus élevé que le débit de communication humaine traditionnelle. Et puis la deuxième voie qui est un petit peu plus transgressive, un petit peu plus bouleversante pour les judéo-chrétiens traditionnels que nous sommes, c'est la voie d'Elon Musk avec sa société Neuralink qui est en train de développer une gamme de microprocesseurs miniatures destinés à s'enrouler autour de nos 86 milliards de neurones pour augmenter notre mémoire et notre quotient intellectuel de manière, explique-t-il, à nous permettre de lutter contre l'hégémonie de l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. On voit que Tesla, Elon Musk et Zuckerberg, Facebook, nous dessinent un univers d'hommes augmentés, d'hommes cyborgs, d'hommes ayant des capacités intellectuelles plus fortes qu'aujourd'hui, ce qui est bouleversant d'un point de vue philosophique, politique, mais avec également des implications économiques majeures, vous pouvez l'imaginer. Alors nous ne sommes pas dans la science-fiction, tout cela est réel. Il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit de business model. Et il s'agit de business model de gens qui ont des moyens illimités, qui ont les meilleurs technologues au monde, les meilleurs informaticiens, les meilleurs spécialistes du cerveau. Elon Musk a recruté une équipe absolument exceptionnelle à Neuralink, qu'il dirige, puisqu'Elon Musk dirige SpaceX, Tesla, mais aussi Neuralink, des gens d'un niveau tout à fait exceptionnel qui vont, dans les 10, 20, 30 prochaines années, révolutionner l'organisation du travail, bien sûr, l'organisation politique et l'école, bien évidemment. Vous imaginez bien que le jour où des microprocesseurs augmentent de 50 points le quotient intellectuel de nos enfants, l'école va être très très sérieusement non pas menacée, mais en tout cas challengée par ces neurotechnologies, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'école améliore la culture de nos enfants, mais augmente très très peu leur capacité cognitive, hélas. Alors, docteur Laurent Alexandre, permettez-moi de vous dire que tout cela est à la fois magique et un petit peu inquiétant. Faut-il un moratoire sur l'intelligence artificielle ? Il n'y aura pas de moratoire sur les nanobiotechnologies, la génétique et l'intelligence artificielle, parce que ces technologies ne sont pas issues de notre vieille Europe, lasse, fatiguée et blasée. Elles sont issues de la Californie et de la Chine, et vous connaissez le budget militaire dans nos pays européens. Nous ne risquons pas de bombarder la Californie et la Chine pour les empêcher de faire de la génétique et de l'intelligence artificielle. Donc nous allons vivre cette révolution des technologies NBIC, nous allons vivre la révolution des neurotechnologies d'augmentation, et si nous voulions avoir notre mot à dire dans cette immense bataille technologique avec les implications philosophiques et politiques qu'on a vues, il faudrait que nous rattrapions notre retard d'un point de vue technologique et géopolitique, ce que nous ne faisons pas. Donc le tsunami neurotechnologique va arriver, nous allons le subir, il va être riche de beaucoup de promesses, sa régulation, hélas, si nous n'y prenons pas garde, risque de se faire sur les bords du Pacifique et pas sur les bords de la Seine. Des fois où j'ai dit oui, je faisais encore un pas de plus dans la mauvaise direction. Il fallait tout accepter. Accepter les mensonges. Accepter de fermer les yeux. Oui, toujours oui. Et un jour, on lève les yeux. Et on se retrouve à l'opposé de là où on voulait être. Voilà comment ça se passe. C'est comme ça qu'un homme bien finit par faire le mal. Et que le mal finit par gagner. Ok. Alors tu dois agir maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est déjà partout. Dans le monde entier. La France a progressivement rattrapé son retard sur les pays de tête, avec 63% de sa population qui a reçu au moins une dose. Israël domine toujours ce classement devant le Royaume-Uni, le Canada, le Chili et les États-Unis.
La France arrive en fait dans un second... Une étape majeure de la lutte contre la pandémie. À partir d'aujourd'hui, tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner. Ouais, il n'y a plus de critères de sélection, plus besoin de justifier non plus une quelconque comorbidité pour prendre un rendez-vous. Victor Delande, après des débuts très timides, la France fait désormais partie des bons élèves parmi les pays qui vaccinent. Oui, rappelez-vous les premiers jours du mois de janvier, les résidents d'EHPAD vaccinés au compte-gouttes, Morissette, la première, et quelques dizaines d'injections quotidiennes, une pluie de critiques, et puis au fil des mois, avec des réceptions de plus en plus importantes de vaccins, la France a progressivement rattrapé son retard sur les pays de tête, avec 63% de sa population qui a reçu au moins une dose. Israël domine toujours ce classement devant le Royaume-Uni, le Canada, le Chili et les États-Unis. La France arrive en fait dans un second wagon emmené par l'Allemagne qui compte 43% de sa population avec au moins une injection. Au coude à coude avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore la Suède. La France tourne actuellement à 500 000 injections par jour en moyenne. Avec l'ouverture de la vaccination à tous les adultes depuis ce matin et l'arrivée des vaccins Moderna en pharmacie, le gouvernement compte bien tenir son objectif des 30 millions de primo-vaccinés au 15 juin. C'est trop tard maintenant. Il est jamais trop tard et tu le sais. Ah oui, tu crois?